Bonjour à tous les mélomanes, lettre mélomane 2019-11, alors de très belles découvertes que nous allons voir dans cette lettre mélomane, et nous allons commencer par une symphonie de Thomas Breton, symphonie numéro 3 qui date de 1905. Alors Thomas Breton, je n'avais qu'un concerto pour violon qui m'était apparu d'un intérêt très faible, il faut bien l'avouer. Et ici, eh bien, une heureuse surprise, en partie, à propos de cette symphonie. Alors, c'est sans doute une symphonie très inégale, qui peut présenter des passages très élaborés, d'une très grande élaboration, mais aussi des passages plus monotones. Alors, une autre particularité qui était apparue à propos du concerto pour violon, c'est un style qui est classico-romantique, qui ne présente aucune caractéristique par rapport à l'époque, donc de tendance vers l'impressionnisme ni le modernisme, et on ne pourrait pas tellement caractériser le style de Thomas Breton par rapport à un autre compositeur de l'époque. Donc on ne peut pas tellement y trouver de référence. Alors vous voyons plus en détail maintenant les mouvements. Alors dans le deuxième mouvement en particulier, eh bien, le compositeur crée des effets de touche et de fondu qui sont parfois intéressants ou parfois, disons, un peu moins d'un intérêt plus faible. Il affiche un sens du lyrisme certain, notamment par de nombreux crescendo qui sont très réussis. Alors, sur l'ensemble des mouvements, il n'y a tout de même que le troisième mouvement que j'ai considéré comme excellent. Alors, c'est un scherzo qui se détache vraiment des autres mouvements, lesquels autres mouvements ne sont pas mauvais, sont même bons, mais très inégaux. Voilà, et en particulier, on peut signaler à propos de ce scherzo qu'on y trouve le seul thème rhapsodique de l'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en définitive sur le style de Thomas Breton? Bon, moi, je dirais qu'il présente des excès de subtilité où il est difficile de suivre le compositeur et qui engendre forcément une certaine monotonie. Reitio Vaino, une autre bonne surprise. Nous allons considérer Joute Sénète, Lessing, donc opus 15 pour orchestre. Alors, de ce compositeur, eh bien, je ne connaissais que la Fantasia Poetica qui m'était apparue dans le style post-impressionniste, un peu comme l'œuvre que nous allons voir, mais vraiment une œuvre très monotone qui ne m'a pas impressionné favorablement. Alors, ceci montre qu'on a souvent intérêt à écouter plusieurs œuvres d'un compositeur peu connu avant de le cataloguer et de considérer que si on a découvert une de ses œuvres d'intérêt mineur, forcément ce compositeur n'avait pas d'intérêt. Il faut poursuivre les investigations et ne pas hésiter à écouter d'autres œuvres. Alors ici, eh bien, nous en sommes récompensés avec Lessing. Alors, où se situe cette œuvre? Eh bien, on pourrait dire quelque part entre Debussy et Sibelius, mais il faut rappeler que ce sont uniquement des références pratiques. Alors, une orchestration qui est traitée vraiment avec une virtuosité exceptionnelle, et on trouve donc des sons fondus, mouvants, figés, tels qu'on pouvait les trouver dans la mer de Debussy, et également donc chez Sibelius. Et en particulier, eh bien, il faut noter l'emploi des bois et de la flûte, comme souvent dans les œuvres pour orchestre de Sibelius. Le traitement des cordes également est particulièrement remarquable.
Alors, pour terminer, je dirais que ce qui caractérise cette œuvre par rapport à Debussy, si on veut vraiment donc, comparer les œuvres, eh bien pour moi, on trouve dans cette œuvre une puissance lyrique qu'on ne trouve absolument pas chez Debussy. Donc voilà pour cette œuvre de Recio Vaino que je recommande particulièrement et qui donc est notée 3 étoiles. Alors passons maintenant au concerto numéro 2 de Ferdinand Ries. Et c'est une œuvre qui est peut-être la révélation ce mois-ci, car elle pourrait modifier l'histoire, disons la conception que nous avons de l'histoire du concerto pour piano et orchestre, du moins par rapport à ce que nous en avions dit dans notre ouvrage, Jean-Michel Percherencier et moi-même. Alors, un très grand concerto, même si la partie symphonique est parfois un petit peu lourde, évidemment, c'est du symphonisme viennois, mais elle a de la grandeur. Au contraire, la partie pianistique, elle est très très brillante, très lyrique, elle évolue souvent dans l'extrême aigu, et elle est vraiment extrêmement séduisante, avec une richesse thématique qui est vraiment exceptionnelle. Et on peut dire sur l'ensemble du concerto que le compositeur s'affirme aussi bien dans le premier mouvement, hein, particulièrement dense en ce qui concerne les idées musicales, que dans le second mouvement et dans le troisième mouvement qui a la particularité d'être très long, hein, il est presque aussi long je crois que le premier mouvement, et qui contient une multitude de thèmes. Alors, on pourrait se référer, comme nous l'avions fait précédemment, à propos des concertos numéro 3 et numéro 8, on pourrait se référer à Beethoven, donc, et nous avions considéré que c'était la poursuite du style de Beethoven, et qu'on retrouvait dans ces concertos, donc 3 et 8 de Ries, que l'on retrouvait les nouveautés que Beethoven avait introduites dans son fameux concerto numéro 5, qui est aussi un très grand concerto, donc un des plus précoces dans l'histoire de la musique, qui présente ces effets de nouveauté, c'est-à-dire une virtuosité et un brillant très très affirmé. Or, ce concerto numéro de Ries a été composé en 1908, à peu près au même moment que le concerto numéro 5 de Beethoven. Et ce concerto numéro 5 de Beethoven, en fait, a été publié en 1911, c'est-à-dire qu'il n'a pas été connu, en principe, il n'a pas été connu par le public et donc par Ries avant 1811. Donc ça signifierait que, eh bien, les novations, les nouveautés qu'on peut trouver chez Beethoven pourraient donc provenir tout aussi bien de ce que Ries a pu élaborer. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une incertitude sur l'origine de ces nouveautés, à moins qu'elles soient synchrones et qu'il y ait aussi à l'époque d'autres œuvres qui présentent ces nouveautés. Alors on n'en a pas vraiment trouvé, mais ça n'est pas à exclure. Hein. Il y a encore un grand nombre d'œuvres de l'époque que nous n'avions pas considérées à l'époque et que je n'ai toujours pas considérées. Alors, donc voilà, on en reste sur une interrogation. Alors c'est important parce que toutes ces nouveautés que l'on trouve, et en particulier les effets de contraste très importants, hein, sont à l'origine de toute une lignée de compositeurs qui va jusqu'à Tchaïkovski. Alors il y a Litolf et il y a Charvenka, et bien sûr en passant par Liszt. Alors pour débrouiller ce problème et pour savoir qui s'est inspiré de l'autre en premier, eh bien, il faudrait donc qu'un musicologue se penche sur la question avec les éléments factuels que nous avons. Ce n'est pas possible d'en dire plus. Voilà, alors par rapport au 5 de Beethoven, puisque nous établissons ici la comparaison,
comparaison, eh bien, il faut tout de même dire que Beethoven présente un avantage considérable en ce qui concerne le premier mouvement, qui est son fameux thème symphonique, qui est un des plus beaux thèmes symphoniques d'ailleurs, qu'il ait trouvé un thème extrêmement entraînant, donc, et très caractérisé, alors que dans le concerto numéro 12 de Ries, on n'a pas un thème aussi caractérisé, donc, et vraiment d'aussi bonne qualité, à mon avis. En ce qui concerne la partie pianistique, pour ce premier mouvement, là, je mettrai les deux compositeurs à peu près à égalité. Je dirais que Ries est peut-être plus généreux, plus touffu, alors que Beethoven donc, est peut-être plus rigoureux en ce qui concerne le schéma général de l'œuvre et l'articulation des tuttis, de l'orchestration et des parties pour piano. Considérons maintenant le concerto numéro 4 du même compositeur, donc Ferdinand Ries, qui est un peu postérieur, mais de relativement peu. Alors, moins bon que le 2, moins bon que le 5 certainement, mais c'est aussi un grand concerto, notamment pour ce premier mouvement. Et dans une moindre mesure, peut-être pour le deuxième mouvement. Alors en revanche, la différence, surtout avec le 2, c'est que le troisième mouvement me semble quasiment raté, c'est-à-dire tout de même un peu confus sur le plan thématique et surtout une grande compacité, une grande densité avec une superposition des parties pianistiques et orchestrales qui ne sont pas favorables à la clarté de ce concerto. Alors néanmoins, si on considère le premier mouvement, c'est tout de même un grand mouvement, malgré la faiblesse thématique de l'orchestration et surtout son style un petit peu sommaire, évidemment, qui est un petit peu tributaire de l'époque, mais Ries réussit à faire un peu oublier ses défauts de son orchestration par la puissance lyrique qu'il y a insufflée. Voilà. Et en particulier, dans ces parties pianistiques, il y a toujours des figurations en solo qui sont particulièrement éblouissantes. Hein. Ceci, c'est pour le premier mouvement essentiellement. Donc voilà pour ce concerto numéro 4 de Ferdinand Ries. Nous passons maintenant à Vaughan Williams. 5 variations sur Dives et Lazarus, donc pour orchestre à cordes et harpe. Alors, Vaughan Williams, c'est un compositeur qui, même s'il n'est pas majeur, est tout de même, possède tout de même une certaine notoriété. Alors, j'avais écouté quelques œuvres de Vaughan Williams, et alors en particulier sa symphonie numéro 5, mais alors là, vraiment, je n'ai pas réussi à y trouver quelconque intérêt. Alors, c'est une symphonie classique. Et en ce qui concerne son concerto pour piano, c'est une œuvre beaucoup plus moderne, mais j'avoue que là aussi, sur le plan thématique, j'ai trouvé que c'était assez vide. Alors comme je l'ai dit, il faut persévérer dans ce cas-là. Et alors c'est ce que j'ai fait avec ces variations. Et je dois dire que là, je n'ai pas eu la bonne surprise que j'avais eue avec compositeurs précédents comme Thomas Breton ou Reissio Vaino, car c'est une œuvre qui au départ m'avait paru intéressante par ses premières mesures, mais alors une mélodie lente, mais qui apparaît assez vite insipide et puis qui est répétée un saut. Alors évidemment c'est un peu le principe de la variation. Mais le principe de la variation, c'est de réserver des surprises à chaque variation, évidemment, c'est qu'il y ait des modifications qui soient suffisamment perceptibles. Et là, je n'ai pas eu l'impression vraiment de les percevoir. Alors, il y a un second thème qui apparaît, ou tout au moins une seconde manière de faire varier le thème principal, qui est dans le style un peu contrapuntique.
avec ensuite une variation au violoncelle qui termine l'œuvre, mais même cette partie-là, qui est peut-être un petit peu plus animée, eh bien, ne m'a pas vraiment séduit. Voilà, merci de m'avoir écouté.